et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. 100 000 moustiquaires imprégnés ont été distribués à plusieurs familles pour prévenir le paludisme. L'initiative émane du gouvernement en collaboration avec l'USAID. Des précisions dans ce 13h. L'indépendance de la justice est au cœur des priorités du gouvernement de la rupture. La commission Yagoueni a proposé des réformes dans ce sens. Qu'en pensent les usagers? Dans ce journal, le regard croisé de deux hommes de droit. Enfin, depuis quelques mois, les travaux de construction de la route des pêches sont suspendus. Où en est-on avec ce projet censé désengorger le trafic dans la ville de Cotonou? Une de nos équipes a mené l'enquête. À nouveau, bonsoir. Et je le disais dans les titres, l'USAID et l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme protègent les enfants contre ce mal. Ils ont lancé ce vendredi la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, voilà, à longue durée d'action. La cérémonie, il faut dire, a eu lieu à l'école primaire publique Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de précisions avec Calvado Arouenou et Jérôme Humbo. Au Bénin, selon les statistiques actuelles, le paludisme est la principale cause de morbidité et de mortalité infantile, d'où son impact sur le rendement scolaire. C'est donc pour réduire ce fardeau que le gouvernement américain a lancé en 2008 l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme au Bénin. L'objectif est d'atteindre le maximum d'enfants et de familles possibles dans l'espoir de soulager le Bénin du fardeau du paludisme. À travers la présente initiative, le PNLP offre 100 000 moustiquaires à environ 1500 écoles primaires du département Atlantique. Nous sommes à la 3e édition de cette campagne, fort saluée par le ministre de la Santé. Monsieur le coordonnateur adjoint de l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, soyez le porte-parole de notre pays auprès de vos très respectées et augustes institutions pour leur porter le message de bonne amitié, de franche et sincère reconnaissance de tout le peuple béninois. Il s'agit, dira le préfet du département de l'Atlantique, d'une gageure que tous doivent relever. J'engage tous les préfets, tous les maires et élus locaux à accompagner ce projet aux fins de sa réussite pour un développement durable de notre pays. Bon usage sera fait de ces moustiquaires qui contribueront également, sans aucun doute, à l'amélioration de nos résultats scolaires. Passé cette phase pilote, le Programme national de lutte contre le paludisme, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'OMS et le Fonds mondial s'engagent à étendre l'action sur toute l'étendue du territoire national. Clôture du dialogue national sur le financement de la santé au Bénin. L'événement, il faut dire, a connu la décoration du directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Brice Cotonou et Samuel Adimi pour le point. Augmenter le financement du secteur de la santé pour sauver des vies humaines, c'est la préoccupation qui réunit ces hommes et femmes, tous acteurs de la santé. Un dialogue national sur le financement de ce secteur a connu la décoration d'un grand homme, Mark Dybel. Il reçoit la distinction de grand commandeur de l'ordre national du Bénin. It's a great honor to receive this on behalf of the partnership. C'est un honneur pour moi de recevoir cette récompense qui symbolise le partenariat entre le Fonds mondial et le Bénin. C'est aussi un honneur de représenter les personnes qui encouragent et aident à l'accomplissement de la grande vision du président Patrice Talon. Je suis très content de recevoir cette distinction. Accept this honor on behalf of this partnership in service to the people of Benin. Cette distinction fait suite aux nombreux services qu'il a rendus à notre pays. Parcours séducteur pour le vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin qui retrace ici le pédigré du récipiendaire. Après avoir décroché son diplôme de la faculté de médecine de Georgetown à Washington, Mark Dybel a rejoint l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, où il a mené des études fondamentales et cliniques sur la virologie, l'immunologie et l'optimisation des traitements du VIH, notamment
le premier essai contrôlé randomisé d'un traitement par association d'antirétroviraux en Afrique. Ce forum pourrait concourir à un objectif, faire de la santé un facteur de développement. Santé toujours, et on va à Parakou pour constater que le vaccin contre la méningite n'est plus disponible dans les officines et les langues se délient dans les rangs des pharmaciens pour évoquer cette pénurie. Les précisions avec Claude Adigli et Simon Villon. Les populations de la cité des Kobourou ne peuvent plus acheter le vaccin contre la méningite. Le constat de la pénurie est fait auprès des acteurs du secteur pharmaceutique. Cela fait donc des mois, voire des années que ce produit de prévention n'existe plus chez bon nombre de pharmaciens. Cette rupture de vaccin contre la méningite bilingo, ça dure déjà environ 6 mois, voire 8 mois. Une rupture qui a pris peu de temps. Et cette pénurie, ça fait 5 ans qu'elle dure. Les gens qui veulent aller à la Mecque à l'époque, on leur faisait faire ce vaccin-là. Même l'État n'a pas pu s'en procurer. Face à cette situation, des professionnels de la vente des médicaments pensent qu'il y a espoir d'un dénouement. Je demande à la population de se patienter et que ça ne va pas trop tarder. Le ministère va lancer sa campagne de vaccination contre la méningite dans le septentrion. Cette période d'harmattan et de poussière est propice à la propagation du virus de la méningite. La disponibilité du vaccin pourrait donc aider la population de Parakou à se prémunir contre cette maladie. Et dans la même veine, ajoutons que la commune de Bembereke a été durant 3 jours le carrefour des échanges et des activités de promotion des mutuelles de santé. Il s'agit de la 6e édition des Journées de la mutualité de Bembereke qu'organise l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke. Cette année, le thème est axé sur la place et le rôle des mutuelles de santé dans la mise en œuvre de l'assurance. C'est un reportage signé Ronald Robinson et Simon Villon. Bembereke, durant 3 jours, carrefour d'échanges et d'activités de promotion des mutuelles de santé au Bénin. Près de 25 000 personnes couvertes, dont plus de 6 000 élèves, 15 formations sanitaires conventionnées, dont 4 infirmeries scolaires. Voilà quelques résultats atteints par l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke. En 2016, les mutuelles de santé ont mobilisé 25 260 000 francs de cotisation, ont pris en charge 11 949 cas de maladies, dont 229 cas hospitaliers et versé 20 253 103 francs aux formations sanitaires conventionnées. Cette activité de l'Union, en partenariat avec l'Action pour la protection sociale et des partenaires belges, évoque les combats à mener pour la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. Nous continuerons tant que nous le pourrons à soutenir les mutuelles qui sont les acteurs de choix pour contribuer à ce projet ambitieux, d'autant plus si l'État les y aide. C'est maintenant que nous devons, plus que jamais, nous convaincre de ce qui se fait pour vous, sans vous, se fait forcément contre vous. Chers mutualistes, c'est un nouveau combat qui commence pour nous. Bien des luttes, annonce-t-il, pour un enracinement des acquis mutualistes privés, pour un subventionnement des cotisations des acteurs et pour plus de visibilité sur la mutualité. On reste dans le Nord pour parler d'insécurité. À présent, 2 braqueurs ont été abattus à Kolokondé par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Diougou. Armés de fusils de fabrication artisanale, ces divorcés sociaux étaient en pleine opération sur l'axe Diougou-Ouassapéonko lorsqu'ils ont été surpris par les forces de l'ordre en patrouille. Suivez ici les explications des différents responsables à la sécurité. Ils sont au micro de Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé. Dans la nuit du vendredi 10 février 2017, aux environs de 23 h, 2 individus armés de fusils de fabrication artisanale se sont positionnés sur le tronçon Barrique-Perret, où ils ont mis des dispositifs en place pour barricader la voie, des troncs d'arbres, des gros cailloux. Alors, un véhicule venant du marché de Bari est tombé dans leur embuscade. Ils ont mis au respect tous les occupants et ils ont commencé par les dépouiller. Alors, ayant eu l'information, j'ai dû alerter
l'équipe de patrouille la plus proche des lieux, que j'ai renforcée naturellement avec une autre équipe venant de la base. Une fois sur les lieux, ayant vu les forces de l'ordre nez à nez avec eux, ils ont ouvert le feu sur nous. Nous avons aussitôt riposté en bon militaire. Notre riposte leur a été fatale. Les forces de l'ordre et de sécurité sont là tous les jours pour sécuriser la population. Et ces gendarmes doivent se sentir, quelle que soit leur position, en mission. Ils ne doivent pas baisser la garde parce que la sécurité, comme le veut le gouvernement, doit être totale. Et l'insécurité zéro, comme le veut la haute hiérarchie, doit être effective. C'est pourquoi je demande la collaboration de la population, qu'elle nous donne la vraie information pour qu'on puisse anticiper sur les actes délictueux de ces délinquants. Et sachez maintenant que renforcer l'indépendance de la justice reste l'un des points en vue dans les réformes institutionnelles annoncées donc voilà. La commission Diogbenou a fait des propositions et ces propositions enregistrent déjà des avis divers. Nous vous proposons ici un regard croisé de deux acteurs du secteur dans ce sujet de Samuel Adimi et Bruno Rotepo. L'indépendance de la justice. Concept pas nouveau, mais il reste l'un des défis majeurs que le secteur judiciaire béninois attend de relever. Quand on parle de l'indépendance de la justice, il y a une notion sous-jacente à celle-là, c'est celle de la séparation de pouvoir. Si vous prenez notre Constitution, vous verrez à l'article 125 et suivant que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ce que nous on appelle dans le jargon la magistrature debout, le parquet n'est pas indépendant puisqu'ils officient sous l'autorité du garde des Sceaux qui est membre de l'exécutif. Donc il faut que les choses soient claires. La seconde catégorie de magistrats, c'est ce qu'on appelle les juges du siège. La magistrature assise, c'est les juges d'instance, les juges d'appel et les juges de la Cour suprême. Ceux-là, ils sont véritablement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Si vous observez la vie politique de ces dernières années dans notre pays, il y a toujours une volonté du pouvoir exécutif de s'asseoir sur tous les pouvoirs et en particulier d'instrumentaliser la justice. Et vous avez vu, la justice a toujours résisté, a toujours été au rendez-vous des grands événements et a toujours montré peu ou prou une certaine indépendance, s'est toujours affranchi de la tutelle ou du joug sur lequel les pouvoirs ont toujours tenté de la mettre. Pour changer de paradigme, des réformes se font indispensables dans le domaine. Dans le deuxième axe, des réformes institutionnelles annoncées et proposées par la commission Diogbenou, renforcer l'indépendance de la justice reste le principal chantier à explorer. En prime, figure le Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous voyez un président de la République qui est chef de l'exécutif et qui doit encore présider ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est comme s'il y a une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Ça, là, au moins, on peut sortir, de mon point de vue, le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, surtout qui a son représentant, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui en est membre. Personnellement, je suis d'autant plus contre la présence du garde des Sceaux que l'indépendance voulue postule qu'un membre de l'exécutif soit en dehors de ce qui se passe. Et je critique d'ailleurs déjà la hiérarchie pesante du garde des Sceaux sur le parquet. Vous savez, c'est cette catégorie de magistrats supposés défendre les intérêts de la société, mais qui se trouvent sous la coupe quasiment du garde des Sceaux, qui a le pouvoir de leur donner des instructions et de les obliger à aller dans un sens, ce qui trouble déjà le fonctionnement d'une justice indépendante. Pour ce qui est des suggestions faites par la commission Diogbenou au sujet de l'élection du président de la Cour suprême, là encore, les avis
ne font pas défaut. À la tête de la Cour suprême, il faut un juge, pas forcément un magistrat, je crois, mais quelqu'un d'indépendant ayant une personnalité affirmée, tranchée, puisque la Cour suprême fixe l'interprétation du droit. Donc, ça ne doit pas être un politique. Or, quand vous parlez d'élection, vous parlez forcément de politique. Et on trouvera à la tête de cette institution quelqu'un qui aura réussi à séduire la plupart de ses collègues et on n'aura pas le résultat voulu. Donc, je pense que c'est un moins bon système que celui actuel. Nous sommes sur un terrain professionnel, pratique, où la connaissance professionnelle, l'autorité intellectuelle, moi, va plus que celui qui fait beaucoup de promesses, et on va les lire pour avoir... Moi, je crois, de mon point de vue, que pour les magistrats, notamment à la Cour suprême, un mode de désignation suivant des critères bien précis par nomination me paraît plus indiqué qu'une élection. Avec les réformes annoncées, ce sont autant d'aspects de la justice béninoise qui vont être améliorés. Seulement, des reproches sont déjà formulés contre le travail de la commission. Il faut attendre, il faut observer, il faut consulter la plupart des acteurs, ce qui n'a pas été fait. Consulter le peuple, consulter les acteurs dans différents secteurs, je veux dire des sociologues, des ethnologues, les chefferies, afin de faire une synthèse de ce que nous voulons comme fonctionnement de nos institutions, y compris judiciaires ou juridictionnelles, avant que de proposer quoi que ce soit. Renforcer son indépendance, plus qu'un slogan, il reste l'un des grands challenges pour la maison justice. Et sur bien des paramètres, le débat public semble impérieux. Voilà, c'est un document signé Samuel Adimi. Le projet, c'est l'autre actualité de ce 13h. Le projet de construction de la route des pêches vise à désengorger la ville de Cotonou jusqu'à Ouidah. Mais depuis quelques mois, les travaux démarrés à la lisière du quartier Figueroa-Plage ont été suspendus. Qu'en est-il exactement? Suivant ce reportage que nous propose Jérôme Hongbo. La route des pêches est le volet routier du vaste programme de la route des pêches. C'est le projet phare numéro 5 du programme d'action du gouvernement, constitué de 2 phases. Il y a une première phase qui a connu un début avant l'avènement du gouvernement de la rupture. Et il y a la seconde phase qui quitte à Donko jusqu'à la Bouche du Roi, qui constitue la seconde phase, avec ses bretelles. Pour la phase 1, objet d'un appel d'offres, l'entreprise Adéouti a été retenue sur une distance de 12,5 km. Mais avec l'avènement du gouvernement de la rupture, ce projet a connu une réorientation. C'est un projet qui était purement touristique. Donc, la structure de la chaussée avait été conçue pour répondre aux sollicitations, d'accord, auxquelles cette route devait répondre. Mais les nouvelles autorités ont voulu dévier une partie du trafic portuaire par la route des pêches. Dès lors que c'est comme ça, il était nécessaire au plan technique de revoir la structure de la chaussée, de la redimensionner pour répondre aux nouvelles sollicitations. Quand les travaux ont été lancés, quels étaient vos sentiments? Tout le monde était en joie, surtout chez moi ici. Tout le monde était en joie, comme quoi il y aura de très belles structures dans la zone. Par rapport à la suspension de cette voie, ça peut peut-être arriérer le développement de notre pays. Les travaux de redémarrage de cette voie sont toujours attendus. Selon le ministère des Infrastructures et des Transports, les travaux de la seconde phase de la route des pêches doivent immédiatement démarrer avec une entreprise chinoise depuis Adonko jusqu'à la porte du non-retour, soit sur au total 4 bretelles. La bretelle Avlekete-Paou, la bretelle porte de non-retour jusqu'à la Bouche du Roi, et puis la bretelle porte de non-retour ville de Ouidah. Ces travaux-là de la phase 2 sont en évaluation. Le second trimestre de l'année 2017 est annoncé pour être décisif. C'est-à-dire que vous verrez que les chantiers qui sont annoncés vont démarrer. Et je pense que la route des pêches est également dans ce schéma où, d'ici le 1er avril, vous verrez que beaucoup de chantiers seront ouverts dans le pays et les Béninois constateront que le travail technique, constateront de façon palpable le travail technique qui se fait aujourd'hui à l'amont.
Cette infrastructure routière avoisine les 140 milliards de francs CFA, une promesse à laquelle le président Patrice Talon tient avant la fin de son mandat pour assurer un mieux-être aux populations. Et on s'intéresse maintenant aux audiences à la Cour constitutionnelle. Il faut dire que le président de cette institution a reçu ce vendredi 10 février à son cabinet plusieurs personnalités. Il s'agit des responsables de certaines organisations de la République. Ces derniers sont allés lui faire part des activités qu'ils mènent dans leurs différentes structures. William Tchoki. Au nombre des personnalités reçues par le président Théodore Olo, le tout nouveau président de la Croix-Rouge béninoise, Mathias Agolega présente ainsi ses civilités au président de la Cour constitutionnelle après son élection à la tête de l'association humanitaire. Je suis venu ce matin rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour lui dire qu'aujourd'hui la Croix-Rouge est déterminée, elle est prête donc à porter secours, à assister la population, quelle que soit la catastrophe. Un membre de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP, ainsi que la présidente de l'Association pour le développement des enfants et personnes âgées abandonnées, se sont également rendus au cabinet du président Théodore Olo. J'ai écrit un peu sur l'ISEP, j'ai écrit aussi des livres titrés « Les méfaits des religions ». Donc j'ai vu le président pour lui parler de l'ISEP. C'est pour recevoir des conseils auprès du président de la Cour constitutionnelle pour pouvoir améliorer les prestations de l'association. Par ailleurs, la commission d'études et de la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure a rencontré le président de la Cour, mais rien n'a filtré de cette rencontre. Et sur un autre front, on évoque ce déjeuner d'échange entre l'organe consultatif de la jeunesse et la coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal. L'objectif est de partager leurs expériences sur le rôle de chacun des organes. La rencontre a eu lieu ce vendredi et est initiée par l'OCJ. Regardez. Moins apprécié, je ne pense pas que ce soit nécessairement la solution. La coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal du Canada à l'école de l'organe consultatif de la jeunesse du Bénin. Cette rencontre a permis à Noémie Brière-Marquez d'apprécier l'impact des activités de l'OCJ et des organisations de jeunesse pour le développement du Bénin. Pour l'instant, je trouve juste que les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette mission sont extrêmement allumés, sont très au courant aussi des besoins de leur pays, des besoins de développement, puis ont surtout la grande volonté de s'impliquer pour faire un changement positif dans leur communauté. On a pu avoir un partage d'expertise de ce que le Forum Jeunesse fait pour influencer les politiques publiques au Québec et voir comment on peut adapter ces pratiques-là à la réalité béninoise. Déjeuner d'échange riche en partage d'expériences, mais aussi dans la consolidation du partenariat entre l'OCJ et le Forum Jeunesse de Montréal. Nous avons voulu profiter de ce déjeuner pour pouvoir vraiment explorer les possibilités de partenariat avec les organisations de jeunesse du Bénin et bien évidemment le Forum des jeunes de l'île de Montréal. Au fond, c'est 2 jours de travaux qu'on a eu à faire ensemble. Au cours de ces 2 jours de travaux, nous avons dans une première journée passer en revue un certain nombre de concepts en termes de participation citoyenne. Nous avons partagé avec nous des outils qu'on peut vraiment mettre en application tout de suite pour répondre aux exigences de la démocratie à la base. Cette séance d'échange est le fruit de l'organe consultatif de la jeunesse. D'autres activités sont prévues pour marquer le séjour de Noémie Brière-Marquez au Bénin. Pour clôturer cette édition, le sculpteur sur bois intervient dans l'exploitation des ressources forestières. Et vous le savez certainement, la déforestation est un phénomène qui sévit en Afrique, notamment au Bénin. Le métier de sculpteur favorise-t-il la déforestation? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Armel Nonfodi. La sculpture sur bois est un métier dont la matière première fondamentale est le bois. Mais quelle sorte de bois utilise le sculpteur au Bénin? On emploie le caquin, le courceau, et abséria, le cédra, le teck, etc. À l'heure où la déforestation s'intensifie, le sculpteur ne se soucie que de sa matière première. Il y a le quotidien. Donc à partir du moment où tu as la matière déjà sur les bras, on pense à ce que va manger la famille. Mais le fait d'aller maintenant dans la forêt, remplacer ce que tu es en train d'utiliser,
je crois que bien qu'on n'a pas encore ce temps-là. Quand on coupe un bois, là, avant de couper le bois, mais on a déjà planté un autre. Hein? Et on lui donne un temps d'âge là avant de couper ce qu'il faut couper. C'est ce que moi on m'a dit. Je ne sais pas si c'est ça exactement là. Donc comme ça, les jeunes pousses qui sont là, quand on voit que les anciens sont pratiquement vont finir, on laisse les jeunes pousses qui pousser jusqu'à un âge donné avant de commencer par les couper. L'artisan se ravitaille auprès des exploitants de produits forestiers, mais parfois le bois fait défaut. On avait constaté une petite pénurie parce que bon, paraît-il que les expatriés ont commencé par amener notre bois à l'extérieur. Donc en ce moment, on a eu un tout petit peu de pénurie. Que si les gouvernants essayent de faire une bonne organisation au niveau des eaux et forêts, c'est ça. Non? Donc là, on va peut-être faire une campagne de sensibilisation. Comment on va faire le reboisement? Où est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut mobiliser les sculpteurs, les menuisiers, les ébénistes? À une journée, peut-être aller planter des arbres quelque part. C'est toute une organisation. Le reboisement demeure une question actuelle. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi juste derrière moi. Les programmes de la télévision nationale se poursuivent. Merci et à très bientôt.